Bonjour Édouard Philippe. Bonjour. Vous étiez hier en tête de cortège de la marche à Paris contre l'antisémitisme. Pour la République, c'était le mot d'ordre. En tout, 182 000 personnes ont défilé en France. Ça vous a rassuré de voir qu'il y avait autant de Français qui se sont mobilisés hier ? J'étais heureux qu'il y ait beaucoup de monde. Et peut-être plus encore que l'affluence. Ce qui m'a réjoui, c'est l'ambiance qui prévalait dans cette manifestation. Le calme, la sobriété, la gravité aussi. Et j'ai trouvé que c'était un beau message et un beau visage que la France montrait. L'absence du président de la République a été très commentée. C'est une faute, dit par exemple Éric Ciotti, le président des Républicains. Écoutez, le président de la République a fait état des raisons qui l'avaient conduit à ne pas participer à cette manifestation. Il a écrit une lettre aux Français, il l'a rendue publique. Je trouve qu'elle dit très bien les raisons de son engagement. Voilà, mais quand il dit par exemple son rôle, c'est plutôt d'assurer l'unité de notre pays, est-ce que ça veut dire que sa présence aurait pu être mal perçue ? Pardon, mais moi, je n'ai pas envie de polémiquer sur qui, quoi. Moi, ce qui m'intéressait, hier, j'étais à cette manifestation. Je manifeste très peu. C'est rare. Et je l'ai fait parce que je pense que hier se jouait quelque chose d'important, qui consistait, pour la nation, à l'initiative du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale, de dire que en France, on sait ce que c'est que l'antisémitisme. On a une vieille histoire d'antisémitisme. On a un vieux démon qui nous travaille. Il ne révèle jamais le meilleur de la France. Il conduit toujours dans le mur. Donc que les autorités publiques disent solennellement « ça n'est pas la France que nous voulons ». Nous connaissons le danger de l'antisémitisme. Nous n'en voulons pas. C'était quelque chose d'important. Ça a été fait, ça a été bien fait. Et j'étais heureux de participer. Dans sa lettre aux Français, justement, Emmanuel Macron parle d'un antisémitisme débridé. Comment on y met fin ? J'ai une réponse à cette question qui n'est pas très joyeuse et qui n'est pas très optimiste. Allez-y. Je ne crois pas qu'on y mette fin. Je crois qu'on est condamné à le combattre éternellement. Je pense que la lutte contre l'antisémitisme, qui vient de tellement loin, est une lutte tellement ancienne et tellement difficile qu'on n'en verra jamais le bout. C'est ancré en France ? Je pense que c'est malheureusement pas seulement ancré en France. Je pense que c'est un combat permanent, c'est un combat éternel. Et peut-être certains ont-ils cru, après la Seconde Guerre mondiale, qu'on arrivait dans une ère nouvelle, où enfin l'humanité tout entière, dans son ensemble, aurait compris que l'antisémitisme n'avait aucun fondement, que l'antisémitisme était à proscrire. Et bien moi, en fait, je ne crois pas ça. Manifestement, nous ne sommes pas arrivés à ce stade de l'évolution de l'humanité, et c'est un combat que notre génération doit conduire, comme d'autres générations ont dû le conduire, et comme je le crains, d'autres générations auront encore à le conduire. Ça veut dire que la marche d'hier, c'était juste une étape ? Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un combat. Et un combat, on le livre. Un combat contre l'antisémitisme, on le livre. Et c'est la responsabilité. C'est la responsabilité de notre génération. Et je crains que ce soit la responsabilité des générations à venir. Mais ce n'est pas parce qu'on ne remporte pas une victoire éternelle qu'il ne faut pas livrer le combat. Il faut donc livrer le combat. Il faut donc dire à nos concitoyens, ça ne passera pas. L'antisémitisme ne passera pas. Il n'est pas acceptable. Nous n'en voulons pas. C'est le pire de ce que peut faire la France. C'est un phénomène qui se transforme et qui concerne toutes les familles politiques, par exemple. C'est-à-dire ? Notamment, on pense par exemple aux critiques qui ont été faites à l'égard de Jean-Luc Mélenchon et de sa non-participation, d'un certain nombre de déclarations parfois ambiguës d'un certain nombre de membres de la France Insoumise. Je crains malheureusement qu'il y ait un certain nombre de déclarations de la France Insoumise qui n'aient pas été ambiguës du tout. Elles ont utilisé à certains moments les codes, les mots d'un antisémitisme ancien et parfaitement abject. Donc je pense que, et j'ai eu l'occasion de le dire, au sein de la France Insoumise, certains, pas tous, mais certains se perdent. Vous parlez qui de Jean-Luc Mélenchon ? Pour vous, il est antisémite, Jean-Luc Mélenchon ? Certains se perdent en n'exprimant pas de façon résolue, immédiate, inconditionnelle, le fait que l'antisémitisme est un errement, un démon, quelque chose contre quoi nous devons lutter. Avec quel objectif selon vous ? Il y a chez la France Insoumise une tactique. Et la tactique, c'est la conflictualisation. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, ça n'est pas dans le rassemblement et dans l'unité qu'on ferait avancer les choses, mais au contraire, dans le clivage et dans l'utilisation de situations pré-révolutionnaires. Je sais que quand je dis ça, il y a des gens qui disent « mais non, pas du tout ». Révolution, pas du tout. Moi, je dis clairement, je dis pourquoi ? Parce que j'entends Jean-Luc Mélenchon, je l'entends parler. Retrouver pas cette interview, mais cette intervention extraordinaire,
qu'il a fait, expliquant que son modèle, c'était ce que Chavez avait fait au Venezuela, c'est-à-dire la conflictualisation de tout. Il faut tout conflictualiser. Mais Il sur faut, le fond, dit-il, transformer un peuple qui est un peuple en colère en un peuple révolutionnaire. Et pour ça, il faut tout conflictualiser. Sur le fond, Édouard Philippe accusait Jean-Luc Mélenchon et d'autres à la France Insoumise d'antisémitisme. C'est une accusation grave. Pardon, c'est vous qui le faites. Je ne l'ai pas accusé. Je dis qu'il y a une dérive. Je dis qu'on utilise des codes. Je dis qu'il n'y a pas d'appel. Et manifestement, il n'y avait pas d'appel à manifester. Je dis qu'hier, Jean-Luc Mélenchon a expliqué que c'était la droite et l'extrême droite qui avaient manifesté. Il y avait Olivier Faure. Vous voyez, Olivier Faure, c'est pas exactement ma famille politique. Oui. Si j'ai bien regardé, aux dernières élections législatives, qui n'étaient pas il y a 50 ans, c'était l'année dernière, ils ont fait campagne ensemble. Ensemble, dans la NUPS. Bon, je ne crois pas qu'Olivier Faure, ce soit à la droite. Le problème de la France Insoumise, c'était la présence du Rassemblement National, vous le savez. Si vous me permettez, je vais terminer ma réponse. On voit bien que chez Jean-Luc Mélenchon, il y a une volonté de tout confondre pour tout conflictualiser. Voilà, et je trouve ça regrettable. Je pense qu'il se perd en faisant ça, et je pense qu'il faut dénoncer cela et lutter contre cela. Sur la présence du Rassemblement national, est-ce que, comme Nicolas Sarkozy, un ancien président de la République, vous estimez que Marine Le Pen, que la présence de Marine Le Pen était en quelque sorte une bonne chose parce que ça montre qu'elle a évolué et qu'elle s'est détachée de l'héritage de son parti, le Front National ? Je n'ai aucune tendresse pour le Front National, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un adversaire politique résolu. Je ne partage pas les idées de Madame Le Pen, je ne partage pas les solutions qu'elle propose pour la France, et quelque chose me dit qu'elle ne partage pas non plus les solutions que je propose pour la France. Mais si nous disons tous ensemble que la lutte contre l'antisémitisme est quelque chose d'essentiel, pas simplement un truc accessoire, non, un truc vraiment essentiel, un combat essentiel. Alors dans ce cas-là, moi je considère que lorsqu'on livre un combat essentiel, on ne choisit pas ceux qui livrent le combat avec vous, et on est déterminé à livrer le combat contre quelque chose. Mais quand même, vous connaissez la force des symboles. Donc, je n'ai aucun problème à ce que Madame Le Pen vienne dans une manifestation qui dit « Nous ne voulons pas d'une France antisémite ». Édouard Philippe, vous connaissez la force des symboles. Est-ce qu'elle n'a pas gagné, Marine Le Pen ? Est-ce que Jordan Bardella n'a pas gagné hier en étant présent à cette manifestation contre l'antisémitisme? En gros, est-ce que le Rassemblement national n'a pas franchi une nouvelle étape dans la normalisation du parti? Mais il y a quelques années, le Front National était contre l'Europe. Il y a quelques années, le Front National était contre l'euro. Il y a quelques années, le Front National était contre l'avortement. Vous le savez? Oui. Bon, aujourd'hui, ils ont changé sur tous ces sujets. Bon, je vais vous dire, s'ils changent sur l'antisémitisme, ça me va très bien. Et donc vous n'avez pas peur pour 2027? De quoi? D'une élection de Marine Le Pen? Mais je ferai tout pour éviter une élection de Marine Le Pen. J'ai aucune envie qu'elle gagne l'élection présidentielle. Mais se réjouir que le Front National dise explicitement, ce qui me semble-t-il n'a pas toujours été le cas, qu'il est contre l'antisémitisme, ça n'est pas dire super, elle est gagnée en 2027. Je me réjouis qu'Olivier Faure soit présent à la manifestation. J'ai aucune envie qu'il gagne en 2027. Édouard Philippe, vous êtes l'invité de France Info jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h41, Maureen Suignard. Le gouvernement du Hamas affirme que tous les hôpitaux du nord de la bande de Gaza sont hors service ce matin. Des hôpitaux dont les environs sont bombardés par l'armée israélienne. Pour l'État hébreu, le Hamas les utilise pour mener des attaques. En France, pour s'opposer à l'augmentation des actes antisémites, 182 000 personnes ont manifesté hier, 105 000 à Paris. C'était une très belle manifestation qui s'est tenue dans une grande dignité, réagit sur France Info le président du consistoire israélite de Paris-Île-de-France. Il regrette le fait que les instances musulmanes n'aient pas massivement appelé à la mobilisation. 300 € pour 6 mètres carrés, pas de chauffage, des fuites, des rats, des cafards. Un ancien policier est jugé à partir d'aujourd'hui à Marseille. Il est soupçonné d'avoir loué plus de 100 logements insalubres à des personnes précaires, notamment des sans-papiers et des demandeurs d'asile. Une foule dense rassemblée sur le ponton d'honneur et des feux d'artifice. L'accueil réservé aux vainqueurs de la Transat Jacques Vabre la nuit dernière. Armel Lecléache et Sébastien Josse sont arrivés en Martinique. Ils étaient partis du Havre à bord de leur ultime il y a 14 jours, 10 heures et presque 15 minutes. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec Édouard Philippe, Emmanuel Macron a exhorté Israël d'arrêter, je cite, les bombardements qui tuent des femmes, des enfants. Il n'y a aucune justification, aucune légitimité à cela. C'est ce qu'a dit le chef de l'État avant le week-end. C'est une inflexion importante dans le discours qu'il tenait jusqu'à présent. Il appelle désormais à un cessez-le-feu humanitaire. Comment est-ce que vous jugez cette inflexion du président de la République ? Je pense que tout le monde aimerait que le cessez-le-feu arrive.
Et appeler au cessez-le-feu, c'est au fond dire qu'on préférerait que la guerre s'arrête. Ça me paraît du bon sens. Le problème, c'est que je ne crois pas que le cessez-le-feu intervienne rapidement si un certain nombre de choses n'évoluent pas. La première chose qui doit évoluer, c'est que le Hamas doit libérer les otages. Et je voudrais rappeler cela. Il y a quelques idées simples, même si c'est une réalité horriblement complexe et tragique, qui prévaut en Israël et en Palestine. Quelques idées simples qu'il faut avoir en tête. La première, c'est qu'Israël existe, a le droit d'exister et a le droit de se défendre comme n'importe quel État qui est attaqué. La deuxième, c'est que le Hamas est une organisation terroriste qui a déclenché une opération d'une horreur absolue sur le territoire d'Israël et qui est une organisation mue non pas par le désir de construire un État palestinien qui vivrait en paix à côté d'un État israélien, mais une organisation mue par le désir de détruire Israël et d'éradiquer la présence juive sur ce territoire. Mais se défendre jusqu'où ? La troisième chose, se défendre jusqu'où ? La troisième chose, c'est que pour Israël, l'opération qui a été déclenchée par le Hamas a déclenché une opération de guerre. Et que Israël est donc en guerre. On préférerait tous que ce ne soit pas la guerre qui prévale, que ce soit la paix, mais Israël est en guerre. Lorsqu'on est en guerre, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent, et qui s'appliquent à tous. Mais lorsqu'on est en guerre, il ne faut pas s'étonner, il faut se désoler sans doute, mais il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des morts. Il n'y a donc pas d'intentionnalité, selon vous. Israël ne tue pas volontairement des civils. Parce que ça, on entend certaines organisations humanitaires le dire. On entend sans doute des organisations humanitaires le dire. Moi, je ne suis pas chef du gouvernement israélien, je ne le serai jamais, je n'ai aucune envie de l'être, voyez-vous. Donc je ne sais pas ça. Ce que je sais, c'est que dès lors qu'on est en guerre, il y a des morts. Ça veut dire quoi ? Il faut assumer les dommages collatéraux, comme on dit dans le jargon de la guerre ? Ça ne veut pas dire ça. Je vois beaucoup de mes concitoyens être extrêmement consternés par la situation là-bas, à juste titre. Par les morts, les femmes, les enfants, et ils ont raison de l'être. Et je le suis tout autant qu'eux. Bon. Ce que je veux dire, c'est que l'idée baroque selon laquelle, lorsqu'il y a une guerre, ce ne serait que des soldats qui tueraient d'autres soldats, est une idée, j'en suis désolé, je ne m'en réjouis pas, je le déplore, mais je le constate, oui, je sais que vous voulez une petite phrase, il n'y a pas de petite phrase. Je sais que vous voulez une petite phrase, mais je voudrais aller au bout de ma réponse. Je voudrais aller au bout de ma réponse, et je vous remercie de me laisser aller au bout de ma réponse. Je vois bien que tout le monde aimerait qu'une guerre, ce soit quelque chose de propre, dans laquelle il n'y a que des soldats qui meurent. Mais ça n'est pas ça une guerre. Ça n'est pas ça une guerre. Hier, sur un autre plateau, j'ai eu l'occasion de rappeler que la ville du Havre, dont je suis le maire, a été détruite en 1944. 5000 morts civils. Ce n'est pas les Allemands qui ont bombardé le Havre. 5000 morts civils à la suite d'un bombardement allié pour faire partir les soldats allemands. Occupée par les nazis, il faut quand même le rappeler. Pardon, mais je m'en souviens très bien. Enfin, je veux dire, j'étais pas là, mais mes grands-parents étaient sous les bombes. Je vois très bien. Bon. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on est dans une logique de guerre, il y a des morts. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi dans une guerre, et il faut qu'Israël fasse attention, c'est ce que le président de la République a voulu dire. Et surtout, on ne peut pas, et Israël, qui a le droit d'exister, qui a le droit de se défendre, ne peut pas espérer garantir à long terme sa sécurité si Israël n'arrive pas à trouver une solution politique à ce sujet. Et c'est ça qui est très important. Et la France a raison, le président de la République a raison, et je le soutiens 1000 fois, la France a raison de rappeler que la solution au conflit israélo-palestinien sera une solution politique, qu'il n'y a pas de solution guerrière à court terme qui permette d'obtenir et d'atteindre une paix durable. Mais quand on dit ça à Israël, le gouvernement israélien répond attention aux leçons de morale. Attention aux leçons de morale. Qu'il se défend. C'est ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Mais c'est pour ça qu'il faut parler à Israël et lui rappeler qu'il y a certes une logique de défense à court terme, mais qu'à moyen terme, à long terme, demain, si on veut avoir une paix durable, il faudra trouver une solution politique. Je ne crois pas que cette solution politique passera par un accord avec le Hamas. Je vois bien que le Hamas, son objectif, c'est de détruire Israël. Son objectif, jusqu'à présent, a été de ne pas libérer les otages. Donc, là, apparemment, il y a une négociation qui serait en train de se Peut-être, tant mieux. Ça devrait être un préalable absolu. Peut-être que si le Hamas libère les otages, ce sera plus facile d'obtenir un cessez-le-feu. Je m'en réjouirai. Mais vous voyez bien que dans cette logique de conflit de court terme, c'est une logique de guerre qui prévaut. Cette logique de guerre, elle a un coût énorme. Il faut essayer de limiter au maximum ce coût. Il faut essayer au maximum de construire avec nos amis une solution politique. Mais tant qu'il n'y a pas de solution politique,
il y aura conflit, et tant qu'il y aura conflit, il y aura des morts. Édouard Philippe, le texte sur l'immigration doit être voté demain au Sénat et à la sortie, c'est un texte largement durci par la droite et le centre qui va arriver à l'Assemblée nationale. Durcissement du regroupement familial, mise en place de quotas migratoires, suppression de l'article 3 sur la régularisation des travailleurs sans papier, fin des allocations familiales et des APL pour les étrangers en France depuis moins de 5 ans. Est-ce que clairement ils sont allés trop loin ? Écoutez, moi je suis convaincu de l'intérêt du texte qui a été présenté par Gérald Darmanin. Je pense qu'il avait défini des instruments qui permettent d'atteindre un équilibre qui est utile. Accélération des procédures administratives et juridictionnelles. Mais c'est plus le même texte là aujourd'hui. Il a évolué. On ne peut pas s'étonner de ce qu'il évolue après une discussion parlementaire. Une discussion parlementaire se fait pour faire... Il y a un article entier qui a disparu. Oui, oui. Encore qu'il faudrait regarder avec attention, Monsieur Chapuis, parce que je vois bien ce que la communication générale essaie de donner. Un article 3 qui a été supprimé, mais un article 4,5 qui a été ajouté. Mais sur le fond, c'est plus un droit opposable pour les travailleurs sans papier. Ça va être au cas par cas selon l'envie et le désir du préfet. Il y a eu évolution. Mais reconnaissez avec moi que l'idée qu'on puisse régulariser des travailleurs étrangers qui sont en train d'avoir une activité dans un secteur en tension et qui sont par ailleurs bien intégrés, que cette idée de régularisation, elle a demeuré dans le texte. Donc, le texte a évolué, et c'est normal, après une discussion au Sénat, il va arriver à l'Assemblée nationale. Moi, encore une fois, ce qui m'importe, c'est que ce texte soit voté avec un équilibre conforme à ce qu'il était au moment où il a été présenté aux assemblées, et on verra bien. Et j'ai dit sur ce sujet, par exemple, sur la question de l'AME, l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État. J'ai dit sur cette question, et je le dis depuis longtemps, et ça correspond à ce que j'ai fait lorsque j'étais Premier ministre, qu'il était illusoire de vouloir supprimer l'AME. Je sais que c'est parfois populaire de dire qu'il faut supprimer l'AME. Gérald Darmanin l'a dit à titre personnel, il a dit qu'il était favorable à la suppression de l'AME. Oui, enfin, je ne suis pas sûr qu'il soit favorable à la suppression de l'AME. Je pense qu'il a dit qu'il voulait transformer l'AME en AMU. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça change d'urgence, oui. L'idée qu'on réserve de façon absolument les soins et la prise en charge des soins aux étrangers, y compris en situation irrégulière, aux situations d'urgence. Moi, je crois que plus que la doctrine, plus que les postures, c'est littéralement l'efficacité qui doit être regardée. Et je pense qu'il est de très mauvaise politique d'expliquer qu'on va laisser des gens devenir tellement malades qu'ils devront aller ensuite aux urgences se faire soigner. L'AME, c'est quoi ? C'est la prise en charge sous conditions, et sous des conditions qui ne sont pas des conditions légères, d'un certain nombre, pas de toutes, d'un certain nombre de maladies pour des étrangers, y compris en situation irrégulière. Pourquoi ? Parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Nous ne voulons pas laisser dans la nature, si j'ose dire, des gens qui seraient atteints de maladies infectieuses. Quand même, si on peut retenir une chose de la période dont on est sorti du Covid, c'est qu'il y a un intérêt général qui s'attache au fait que chacun puisse avoir accès aux soins. Donc, nous avons des valeurs. Il existe une AME. Moi, je suis favorable à ce qu'elle demeure. Je suis favorable à ce qu'on la protège. Je suis favorable à ce qu'on fasse attention à ce qu'il n'y ait aucun abus. Je n'ai aucun problème à ce qu'on durcisse les conditions de l'AME à intervalles réguliers pour voir s'il y a des abus. Ça me paraît très sage. Je l'ai fait quand j'étais Premier ministre. Et j'avais moi-même proposé qu'on restreigne la liste des soins pris en charge par l'AME. C'est un exercice sain, il faut le faire à intervalles réguliers. Mais l'idée qu'on pourrait d'un trait de plume supprimer la prise en charge, ou qu'on devrait d'un trait de plume supprimer la prise en charge des étrangers en situation irrégulière par le système de soins est, à mon avis, une idée fausse. Édouard Philippe, invité de France Info jusqu'à 9h. On vous retrouve juste après le fil info 8h52. Maureen Suignard. La préfecture du Pas-de-Calais juge la situation préoccupante. Après une accalmie ce week-end, les intempéries sont de retour dans le département. Vigilance orange pour crues en cours, tout comme dans le Nord, la Vendée et la Charente-Maritime. Plus de 380 écoles sont fermées aujourd'hui et demain dans le Pas-de-Calais. La France a montré un beau visage, affirme sur France Info l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Après les manifestations contre l'antisémitisme hier, 182 000 personnes dans tout le pays. La députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, décrit de son côté un moment politique d'une extrême gravité à cause de la présence du Rassemblement national. Les représentants des cultes sont reçus à 9h30 ce matin par Emmanuel Macron. Nous ne laisserons pas tomber l'Ukraine, affirme le ministre allemand de la Défense. Le pays double son aide à Kiev. Elle va atteindre 8 milliards d'euros l'année prochaine. Annonce alors que le président ukrainien craint de nouvelles frappes sur les infrastructures cet hiver. Il est certain de terminer l'année numéro 1 mondiale. Le joueur de tennis serbe Novak
Novak Djokovic. Et cela après une nouvelle victoire contre Holger Rune au Masters de Turin hier. C'est la 8e fois de sa carrière qu'il termine l'année en étant le meilleur joueur de la planète. France Info. Le 8-30 France Info, Jérôme Chapuis, Salia Braclia. Toujours avec l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Sur l'immigration, justement, vous avez fait part de votre volonté de revenir sur les accords de 68 avec l'Algérie, accords qui favorisent les Algériens par rapport aux autres étrangers en matière d'entrée, de séjour et d'emploi sur le sol français. Ça n'a pas été le choix effectué par Emmanuel Macron dans le projet de loi qui a été présenté. Les LR, les Républicains, eux, vont présenter un texte en ce sens le mois prochain à l'Assemblée. Vous allez dire à vos députés de le voter ? Moi, je vais rappeler à mes députés que je suis, en matière de politique étrangère, attaché à l'héritage gaulliste et que la conduite des relations internationales, surtout sur des sujets aussi sensibles, me paraît relever d'abord et avant tout de la responsabilité du président de la République. Donc vous suivez Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement ce que ça veut dire, M. Chapuis. Ça veut dire que je pense que c'est au président de la République de prendre cette initiative et d'apprécier l'ensemble des éléments qui doivent être appréciés pour prendre une décision qui est une décision très lourde. Je crois, moi, en effet, que nous ne pouvons pas rester sous l'empire de cette convention qui a été signée en 1968 avec l'Algérie dans un autre contexte. Je pense que le régime plus favorable qui est consenti aux ressortissants algériens qu'à n'importe quel autre étranger non européen, si j'ose dire, non communautaire. Je pense que ce régime n'a plus de justification. Et je pense que la nature de nos relations et la tension qui prévaut en général dans les relations entre la France et l'Algérie, que je déplore d'ailleurs, dont j'observe qu'elle n'est pas le fruit de la France. Mais cette tension devrait nous conduire à ne plus accepter un dispositif juridique dépassé et sur lequel, à mon avis, il faut revenir. Et c'est au président de la République qu'il revient de prendre cette décision. Les députés de la majorité discuteront, enfin les députés du groupe Horizon, c'est-à-dire du groupe du parti que je préside, auront l'occasion de discuter avec... Mais soyons clairs, je pense qu'il est temps de normaliser nos relations avec l'Algérie. Mais la solution que vous proposez au nom de la... Attendez, je vais terminer si vous voulez bien. Normaliser nos relations avec l'Algérie, ça n'est pas devenir la variable d'ajustement de la politique intérieure algérienne. Ça n'est pas nous trouver dans une situation où lorsque des entreprises françaises qui exercent leur activité en Algérie, elles ne puissent pas faire revenir leurs capitaux. Ça n'est pas accepter que le gouvernement algérien, dans son hymne national, réintègre des paroles qui sont explicitement et directement dirigées contre la France. Ça n'est pas la normalisation. Et je pense donc que tout ce qui est plus favorable que le droit commun, je ne demande pas un droit plus difficile, je demande le droit commun. Tout ce qui est plus favorable que le droit commun, on puisse revenir dessus. Ce que vous dites au nom des tensions avec l'Algérie est de nature à raviver encore un peu plus les tensions. Mais, Monsieur Chapuis, on peut se faire plaisir. Ce n'est pas la France qui ravive les tensions avec l'Algérie. C'est l'Algérie qui, je le déplore, je le regrette, parce que nous aurions tous tout intérêt à avoir des relations normalisées, et je dirais même confiantes, avec notre voisin du sud de la Méditerranée, avec lequel on a une histoire longue, une histoire parfois très difficile, mais enfin, on a une histoire longue avec l'Algérie. Ce que je constate, c'est que à chaque fois qu'il y a un problème dans politique intérieure algérienne, c'est la France le responsable. Bon. Tant qu'on reste dans cette idée, tant qu'on n'a pas effectivement accepté l'idée que nous allons nous placer sur une relation normale de droit commun, alors je pense qu'on ne s'en sortira pas. Et mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, nous ne disons pas assez clairement à nos amis algériens ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous sommes prêts à ne pas accepter. Édouard Philippe, en 2027, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous lancer dans la bataille électorale ? Les circonstances. Le général de Gaulle disait toujours que l'important dans la vie, c'était des principes et les circonstances. Voilà, en 2027, il y aura une élection présidentielle, tout le monde le sait. Personne ne sait dans quel contexte elle se passera. Moi, mon objectif, mais vous, personnellement, qu'est-ce qui peut vous bloquer ? Moi, mon objectif, c'est pas de jouer au devin sur ce qui se passera en 2027. Il y a quelque chose qui dépend de vous, c'est de réfléchir. Je suis en train de construire un parti politique, le parti Horizon, qui existe, qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, et dont l'objectif est de préparer une stratégie pour le pays. Je me prépare. Je parcours la France, je rencontre des Français, j'essaie d'apprendre toute une série de choses que j'ai besoin d'apprendre. Vous savez, c'est important de se dire qu'on a énormément de choses à apprendre, encore et toujours. Vous apprenez, vous vous préparez, mais est-ce que vous avez vraiment envie ? Je vous pose la question de votre motivation, parce que Gérald Darmanin lui-même se demande si vous avez envie. Pas. Je vois là aussi le petit jeu de la question, est-ce qu'il a vraiment envie ? Est-ce que si on lui demande s'il a vraiment envie, il va obtenir une phrase ? Je vais vous dire, je déteste le commentaire politique.
Je viens avec plaisir sur votre C'est plateau. le ministre de l'Intérieur lui-même qui a fait viens- cette réflexion. Oui, mais je viens sur votre plateau avec plaisir pour vous dire ce que je crois sur un certain nombre de sujets importants. Mais les petites phrases et les commentaires politiques, je les abhorre. Je déteste ça. Bon, donc moi, ce que je vous ai dit, c'est ce que je pense. 2027, il y aura une élection présidentielle. J'ai construit un parti politique. Je réfléchis à ce qu'il faut faire pour la France. J'apprends tous les jours sur mon pays. Vous avez envie? Et ça me va très bien. Et vous avez envie? Et regardez-moi. Ouais. Vous avez l'impression que je suis un dilettante? Vous avez l'impression que toute ma vie politique, ça a été une vie de dilettante et de désinvolte? Il y a deux choses que je déteste en politique. La désinvolture et le découragement. Merci Édouard Philippe, on a compris en tout cas que vous vous prépariez pour 2027. Le maire du Havre, ancien Premier ministre, était l'invité de France Info ce matin. Je vous laisse en compagnie de Salia Braclia dans 5 minutes. Les informés. Salia, quel est le programme? On va revenir évidemment sur ces marches contre l'antisémitisme qui ont rassemblé plus de 182 000 personnes à travers la France. Et puis on parlera aussi de ce qui se passe du côté du Parlement où le projet de loi immigration, on l'a dit, a subi un tour de vis par la droite au Sénat. Et un point qui hérite particulièrement le monde médical, la suppression de l'aide médicale d'État qui permet aux étrangers de se faire soigner gratuitement. Décryptage à suivre avec Renaud Dely et ses informés. A tout de suite sur France Info.